Bonjour, chers téléspectateurs et youtubeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la quatrième partie de la vie de Louis XIV. Versailles, la cour, les guerres, ainsi que de l'intimité du roi Soleil. À Versailles, Louis XIV, pour surveiller la noblesse, de près, dans une immense cage d'or, fixe l'étiquette, ensemble des règles et cérémonies qui règlent alors sa vie quotidienne et de ses courtisans. Car, sous Louis XIV, tout était codifié. Qui pouvait approcher le roi, à quel moment, où chacun devait se placer, comment s'adresser au souverain, etc. À Versailles, plus on était proche du roi, plus on avait des privilèges, des offices liés donc à la vie du souverain, etc. Louis XIV, le roi Soleil, est au centre du système solaire et tout en montrant que tout le royaume tourne autour de lui, ses journées de cour sont rythmées par le lever et le coucher du soleil et ce sera ainsi jusqu'à la fin de son règne. À 8 heures, c'est le lever. Le roi est réveillé par son valet de chambre, lavé, peigné et rasé devant quelques membres de sa famille. Lors du petit lever, une centaine de personnes, des courtisans, ministres, etc., assistent donc ensuite au grand lever, au cours duquel le roi est habillé et où on lui sert son déjeuner. Dans l'étiquette qui participe à cette symbolique, les courtisans attendent le roi, cherchent à l'approcher et gravitent autour de lui exactement comme les planètes autour du soleil. À 10 heures, c'est la messe. Le roi se rend dans un cortège à la chapelle du château de Versailles en passant par la galerie des glaces. Puis il se rend à la tribune pour prier. À 11 heures, c'est le conseil. Le roi se réunit avec certains ministres pour le conseil. Il les écoute, discute avec eux des affaires du pays et à la fin délibère et décide. À 13 heures, c'est dîner. Le roi déjeune au petit couvert, c'est-à-dire seul à table et en présence d'une centaine de courtisans qui avaient alors assisté à son grand lever. Entre 13h et 19h, le roi sort du château pour chasser à la forêt avoisinante du parc du château ou se promener dans les allées du parc à pied ou en calèche à côté des somptueux bassins où les statues de dieux, d'héros, de nymphes, de tritons et d'animaux marins, etc., crachent de grands jets d'eau, mais aussi dans les labyrinthes où le roi aime se perdre et jouer à cache-cache avec ses maîtresses, etc. Mais il aime aussi chasser le gibier, cerfs, loups, etc., accompagné alors d'une meute de chiens, de valets, courtisans, quelques membres de sa famille, etc. Le roi va aussi également parfois rejoindre ses maîtresses en visite. Vers 18h à 19h, c'est soirée d'appartement où on se divertit au jeu. On danse, discute dans les grands appartements du roi et de la reine au château. Il y a parfois aussi de grandes fêtes et bals organisés par le roi au château et dans les jardins et le parc. À 22 heures, c'est le grand couvert, ou plutôt le souper. Le roi dîne en compagnie de nombreux courtisans. À 23 heures, c'est le coucher. Le roi se retire dans sa chambre accompagné de quelques membres familiaux et du valet qui tient alors un chandelier pour éclairer le roi. À propos de l'intimité gourmande de Louis XIV, le roi Soleil, dans ses goûts culinaires, repas, habitudes alimentaires et plaisirs de la table, adore se régaler. C'est un véritable gargantua qui aime tant se raffoler d'asperges, d'artichauts et surtout de petits pois, salades, concombres, choux-fleurs, etc. Et même grâce à son jardinier Jean-Baptiste de la Cantigny, le roi Soleil peut se régaler de toutes sortes de fruits et de légumes, en grande partie provenant alors des jardins et de l'orangerie de Versailles. Mais pourtant, derrière les fastes de sa table et de ses plaisirs gourmands, voraces de roi glouton et d'ogre, le roi Soleil connaîtra l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie lorsqu'une extraction dentaire désastreuse lui fera alors subir d'atroces souffrances en 1685. Mais toute sa vie, le monarque est notamment confronté à de nombreux maux, fièvre, crise de goutte, infections et maladies de toutes sortes comme les coliques néphrétiques, vers solitaires, embarras gastriques, etc. Mais pour celui qui incarne la puissance absolue, la maladie doit alors rappeler une vérité implacable.
Même le roi Soleil demeure un homme, vulnérable face à la souffrance. Mais le roi Soleil est aussi une véritable force de la nature, qui ne craint ni le froid, ni le chaud, la pluie, la grêle, etc. Puisqu'étant sorti vainqueur de 3 maladies mortelles avant ses 20 ans, dont celle de Calais, où il avait survécu en 1658, en guerre contre les Espagnols dans les Pays-Bas, renforçant alors le mythe d'un roi béni des dieux. Il dira même à sa mort « Pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous m'avez cru immortel ?» Passionné de plein air, Louis XIV fuyant la cour et l'étiquette, de temps en temps à partir du début des années 1680, pourtant déjà installé définitivement à Versailles, se fait construire des demeures de plaisance dans le domaine de Versailles, dont le grand Trianon, à la place d'un village qu'il fait sortir de terre, tout resplendissant de marbre en 1687, remplaçant alors l'ancien Trianon de porcelaine édifié en 1670, mais qu'il a fait détruire, trop coûteux à entretenir. Là-bas, Louis XIV peut se détendre, fuir l'étiquette pesante de Versailles et inviter quelques maîtresses, amis et ministres. Mais le roi se fait aussi également édifier à quelques kilomètres de Versailles, qui se trouve alors aussi à quelques kilomètres des châteaux de Saint-Germain-en-Laye, à Marly, une petite demeure de plaisance en 1679, où il pourrait également et notamment fuir l'étiquette pesante de la cour, se détendre et inviter quelques amis proches et membres de sa famille. Mais le château, également trop coûteux à entretenir, sera démoli en 1696. Mais bientôt, Louis XIV, qui est au sommet de sa gloire et qui enquête les États voisins de ses conquêtes et annexions, va devoir quitter les plaisirs et fêtes de la cour, car approche une nouvelle guerre. En 1683, le roi, qui avait utilisé des tribunaux spéciaux appelés chambres de réunion, faits pour examiner d'anciens traités, revendique des territoires, affirmant alors être dépendants de la France, dont Strasbourg, plusieurs villes et seigneuries en Alsace, quelques territoires au Luxembourg, des places fortes en Lorraine, des dépendances de Metz, Toul, Verdun, les 3 évêchés, qui sont déjà alors sous contrôle français. Louis XIV récupère une grande partie de ces territoires grâce à sa politique des réunions, au moins dans un premier temps. À peine la politique des réunions achevée, Louis XIV nourrit de nouvelles ambitions. En 1685, la mort de l'électeur palatin Charles II du Palatinat ouvre une délicate question de succession. Le roi Soleil s'engouffre alors dans la brèche. Au nom des droits de sa belle-sœur, la princesse palatine Élisabeth Charlotte, il réclame une part de l'héritage. Derrière l'argument juridique se profile alors une fois encore la volonté d'étendre l'influence française sur les rives du Rhin. Mais les princes allemands refusent ces prétentions. Alors, s'appuyant sur ces revendications, les troupes françaises du roi de France occupent une partie du Palatinat et craignant une invasion, les autorités françaises pratiquent ensuite la politique de la terre brûlée et font détruire plusieurs villes, ce qui choque profondément l'Europe. Alors, des États en Europe qui s'inquiètent de plus en plus et qui n'en peuvent plus des annexions et conquêtes fulgurantes de Louis XIV s'allient, formant alors une coalition dont fait partie les Provinces-Unies, l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, la Savoie, l'Espagne, la Suède jusqu'en 1691 et le Portugal. C'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg, ou guerre de 9 ans, qui éclate en 1688, opposant alors toute l'Europe contre seul Louis XIV. L'hiver de l'année 1689 marque l'un des épisodes les plus sombres du règne de Louis XIV, puisque le Palatinat est dévasté sur ordre de Louis XIV et de son ministre de la guerre, François-Michel Le Tellier. Craignant alors une offensive des troupes de la Ligue d'Augsbourg, j'utilise les villes, forteresses et ressources du Palatinat comme base pour attaquer la frontière française, appliquant alors la politique de la terre brûlée. Des villes incendiées, dont certains célèbres comme Heidelberg, Mannheim et Speyer, des châteaux détruits, des récoltes ravagées, sont alors livrés aux flammes. Ce qui devait être une mesure militaire devient un scandale européen
Et partout, on accuse désormais le roi Soleil de sacrifier un pays entier à sa stratégie de guerre, ternissant alors fortement l'image de Louis XIV en Europe et renforçant alors la coalition contre lui. À partir des années 1690, les campagnes militaires de Louis XIV furent moins glorieuses. Mais néanmoins, la France remporte des victoires, notamment à Fleurus en 1690, Mons en 1691, Namur en 1692, Neerwinden en 1693 et enfin la baie d'Hudson en 1697. Mais le royaume s'épuise et pendant la guerre, qui dure 9 ans, les impôts augmentent, les récoltes sont mauvaises et la population souffre. Les traités de Ryswick sont signés alors le 20 septembre 1697, et lors duquel Louis XIV reconnaît le statutaire Guillaume d'Orange, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et abandonne certains territoires conquis, fait quelques acquisitions dans les colonies, et prend position dans la succession d'Espagne. Toujours au milieu des fastes de Versailles, Louis XIV nourrit une ambition qui dépasse les conquêtes militaires, celle de l'unité religieuse du royaume, où Louis XIV, pourtant au sommet de sa gloire, commencera progressivement à assombrir son règne. Depuis 1598, l'édit de Nantes accordait aux protestants français, les Huguenots, une certaine liberté de culte. Mais aux yeux de Louis XIV, cette coexistence religieuse apparaît alors comme une exception qu'il faut faire disparaître. Année après année, les restrictions se multiplient, les temples ferment, les conversions au catholicisme sont encouragées, parfois sous la pression des tristement célèbres dragonnades. Finalement, le 18 octobre 1685, au château de Fontainebleau, le roi révoque l'édit de Nantes, édit signé il y a 47 ans plus tôt par le grand-père de Louis XIV, le roi Henri IV, le 30 avril 1598, qui pacifiait alors le royaume et accordait aux protestants la liberté de culte. Louis XIV la révoque alors et la remplace par l'édit de Fontainebleau, qui interdit le culte protestant, détruit les temples protestants, ferme les écoles protestantes, oblige les pasteurs à quitter le royaume et encourage enfin la conversion au catholicisme. Les protestants, sans cesse harcelés par les dragons, les terribles soldats du roi, sont fuis en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les Provinces-Unies, en Angleterre, etc. Mais ceux refusant d'abjurer et de renier leur foi sont soit condamnés à mort et pendus, ou soit envoyés aux galères. Derrière l'apparente victoire du roi Soleil se cache une réalité complexe et plus dure à accepter pour le roi. À cause de la révocation de l'édit de Nantes, de nombreuses familles riches protestantes quittent le royaume pour faire le commerce et les affaires dans d'autres États. Le pays est en faillite. Le roi perd alors ses marins, officiers, des soldats de première classe, etc. Une catastrophe irréparable pour la société française. Le conflit tragique à l'intérieur du royaume eut pour conséquence la perte de confiance envers la couronne, la misère, la peur, la haine, la corruption, la sauvagerie, l'inimitié de toute l'Europe et la désapprobation du pape. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode.